Quelle aventure! Nous voulons lire pour vous aujourd'hui, dans la première partie de notre cours de lecture, Quelle aventure! C'est une histoire d'enfant, on peut dire. Donc, nous l'avons eu comme d'habitude du site internet françaisfacile.com. Nous voulons vous lire, c'est un texte facile à comprendre, quand même ça va vous servir, je crois, soit au niveau du mot, soit au niveau de la lecture, de la prononciation des mots, je crois. Pendant leurs vacances, Caroline et Anne ont décidé de passer une journée ensemble en ville. Elles sont âgées d'une douzaine d'années. Pour s'y rendre, elles doivent prendre le train, car elles vivent à la campagne. En arrivant en ville, elles vont tout de suite dans un magasin, car Caroline a besoin de s'acheter un porte-monnaie. Le sien étant très usé, après avoir longuement regardé l'étalage, Caroline a trouvé ce qu'elle voudrait. Elles ont encore un peu visité les autres stands, puis ont mangé une glace, assises sur la terrasse. Ensuite, elles ont décidé de se promener un peu dans les ruelles. Caroline a sorti son porte-monnaie tout neuf et y a aussitôt transféré son argent. Ne sachant que faire de l'ancien, elle l'a jeté dans une bouche d'égout au bord de la route. Quelques minutes après, Caroline dit « Oh, j'ai enlevé seulement l'argent, mais j'ai oublié d'enlever les papiers qui étaient dedans. » Il y avait sa carte d'identité, son billet de train, son abonnement de bus et autres choses personnelles. Elles ont fait demi-tour en vitesse et elles ont couru à la bouche d'égout. Les deux filles se sont mises sur le ventre pour essayer de retrouver l'objet avec les mains, mais leurs bras étaient bien trop courts. Quelques personnes se sont arrêtées pour les observer en riant. Arrive une voiture de police qui faisait sa tournée. Elle s'arrête en voyant les deux adolescentes couchées sur la chaussée, les bras plongés dans la bouche d'égout. Le conducteur de voiture est sorti et a commencé à faire la circulation, car les gens étaient maintenant plus nombreux et les voitures ne pouvaient plus passer. Son collègue est sorti également et a demandé aux filles ce qu'elles faisaient là. Caroline, toute rouge, a expliqué la situation et l'argent s'est mis à rire avec les passants. Il a cherché dans le coffre de la voiture de police s'il y avait un objet susceptible de pouvoir atteindre le porte-monnaie, mais il ne possédait rien de tel. Alors, il a téléphoné aux pompiers qui sont arrivés, toutes sirènes hurlantes. Les gens étaient morts de rire, les filles un peu moins. Quand ils ont compris le problème, ils se sont aussi mis à rire. Bref, c'était presque carnaval. Le chef du camion a fait s'écarter les gens, il a sorti un tuyau qu'il a enfilé dans le trou. Et il a pompé tout doucement, afin que le camion ne vole pas le porte-monnaie. Miracle, le porte-monnaie a refait surface dans l'éclat de rire général. Caroline a ainsi pu récupérer ses papiers, tout en se faisant un peu gronder pour n'avoir pas jeté son vieux porte-monnaie dans une poubelle. Le lendemain matin, il y avait une photo des filles et un compte rendu dans le journal de la ville. Voilà, c'est fini l'histoire. Donc, nous avons
deux personnages, Caroline et Anne, qui ont décidé d'aller en ville. Comme Caroline a besoin d'un porte-monnaie neuf, parce que le sien était déjà usé et ancien, ils ont allé acheter un porte-monnaie pour Caroline. Caroline, il a pris tout ce qu'il avait dans son ancien porte-monnaie. Il l'a jeté dans la bouche d'égout. Il s'est repenti après parce qu'il avait pris que l'argent. Il a fait sortir que l'argent de son porte-monnaie. Il a oublié la carte d'identité et certains documents personnels. Donc, ils étaient obligés d'aller chercher l'ancien porte-monnaie dans l'égout, mais c'était très difficile. De police qui passent par là, ils ont essayé de récupérer le porte-monnaie. Non plus, ils n'ont pas pu le faire. Donc, tout le monde riait beaucoup, éclatait de rire. Il y avait beaucoup de monde, donc ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passait. Les badauds, on dit en français. Finalement, ils ont appelé les pompiers, ils sont venus et ils ont résolu le problème. Mais quand ils ont appris ce qui se passait, bien sûr, ils ont ri aux éclats aussi. Caroline, elle était très heureuse de récupérer ses papiers. Donc, elle a regretté aussi de ne pas l'avoir jeté dans une poubelle. Le lendemain, il y avait des photos de ce jeune fille dans un journal local, je crois. Voilà tout ce qui se passait en résumé dans cette quelle aventure de ce texte. Je pense que vous avez bien compris. Donc, au revoir pour aujourd'hui. À la prochaine fois, on va se voir sur notre chaîne de français. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, vous allez bien, je crois. Aujourd'hui, nous voulons lire pour vous un extrait de Notre-Dame de Paris. C'est un très bon roman de Victor Hugo. Peut-être que vous avez lu soit en turc, en français, je ne sais pas. C'est bien connu. Un chef-d'œuvre de Hugo, vous savez, qui se passe à Paris, dans une cathédrale s'appelait Notre-Dame. Et donc c'est une histoire d'amour plutôt, où il y a une jeune fille, Esmeralda, et je me rappelle de sa chèvre qui faisait de la magie, et aussi un homme bossu amoureux de Esmeralda, aussi un prêtre amoureux de Esmeralda. Comment il s'appelait, j'ai oublié, mais Quasimodo, c'est le bossu. Donc ça c'est un petit extrait, peut-être que ça va vous servir de progresser votre lecture en français, votre prononciation peut-être. Un monument doit en outre être approprié au climat. Celle-ci est évidemment construite exprès pour notre ciel froid et pluvieux. Il a
un toit presque plat comme en Orient, ce qui fait que l'hiver, quand il neige, on balaye le toit. Et il est certain qu'un toit est fait pour être balayé. Quant à cette destination dont nous parlions tout à l'heure, il la remplit à merveille. Il est bourse en France, comme il eût été temple en Grèce. Il est vrai que l'architecte a eu assez de pain à cacher le cadran de l'horloge, qui eût détruit la pureté des belles lignes de la façade. Mais en revanche, on a cette colonnade qui circule autour du monument et sous laquelle, dans les grands jours de solennité religieuse, peut se développer majestueusement la théorie des agents de change et des courtiers de commerce. Ce sont là sans aucun doute de très superbes monuments. Joignons-y fort belles rues amusantes et variées, comme la rue de Rivoli. Et je ne désespère pas que Paris, vu à vol de ballon, ne présente aux yeux cette richesse de lignes, cette opulence de détails, cette diversité d'aspects. Je ne sais quoi de grandiose dans le simple et d'inattendu dans le beau qui caractérise un damier. Toutefois, si admirable que vous semble le Paris d'à présent, reflète le paradis du Xe siècle. Reconstruisez-le dans votre pensée. Regardez le jour à travers cette haie surprenante d'aiguilles, de tours et de clochers. Répandez au milieu de l'immense ville, déchirez à la pointe des îles, plissez aux arches des ponts la Seine avec ses larges flaques vertes et jaunes, plus changeantes qu'une robe de serpent. Détachez nettement sur un horizon d'azur le profil gothique de ce vieux Paris. Faites en flotter le contour dans une brume d'hiver qui s'accroche à ces innombrables cheminées. Noyez-le dans une nuit profonde et regardez le jeu bizarre des ténèbres et des lumières dans ce sombre labyrinthe d'édifices. Jetez-y un rayon de lune qui le dessine vaguement et fasse sortir du brouillard les grandes têtes des tours. Ou reprenez cette noire silhouette, ravillée d'ombre les 1000 anges aigus des flèches et des poignons, et faites-la saillir. Plus dentelée qu'une mâchoire de requin sur le ciel de cuir du couchant, et puis comparez, si vous voulez recevoir de la vieille ville une impression que la moderne ne saurait plus vous donner. Montez un matin de grande fête, au soleil levant de Pâques ou de la Pentecôte, montez sur quelque point élevé d'où vous dominiez la capitale entière, et assistez à l'éveil des carillons. Voyez à un signal parti du ciel, car c'est le soleil qui le donne, ces 1000 églises tressaillir à la fois. Ce sont d'abord des tintements épars allant d'une église à l'autre, comme lorsque des musiciens s'avertissent qu'on va commencer, puis tout à coup, voyez, car il semble qu'à un certain instant, l'oreille aussi a sa vue. Voyez s'élever au même moment de chaque clocher, comme une
colonne de bruit comme une fumée d'harmonie. D'abord, la vibration de chaque cloche monte droite, pure et, pour ainsi dire, isolée des autres